C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors ceux qui adorent la polémique, minutes doivent venir vivre en France. Nous sommes des champions. Alors que le président Macron commençait en début de semaine son itinérance mémorielle, selon le terme de l'Élysée, pour célébrer les poilus de 14, les Français l'ont alpagué sur le prix du gasoil et ne l'ont pas lâché. On ne parlait que de ça, mais hier, on n'en parlait plus car l'obus Pétain avait explosé au nez du président pour avoir dit cela. On l'écoute. Michel Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Voilà la pensée complexe chère à Emmanuel Macron. La polémique enfle, grossit et s'étend comme une rivière qui déborde. Le président aurait-il pu s'éviter une incompréhension de plus avec les Français? On est en train de répondre à cette question. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump balaye toutes les polémiques, lui avec mépris et même gourmandise lorsqu'il ne les crée pas lui-même, car il aime diviser. Diviser, c'est l'image de l'Amérique aujourd'hui. Au lendemain des élections de mi-mandat, Trump résiste. Il résiste chez lui, mais en plus, il fait des petits ailleurs comme au Brésil et en Europe. On parle de tout ça avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir. Vous êtes chef adjointe du service politique de Paris Match. Merci d'être là. Bonsoir Annick Cizel. Bonsoir. Vous êtes enseignante, chercheur à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle. Merci d'être là également. Et bonsoir Nicolas Tenzer, haut fonctionnaire et directeur de la revue Le Banquet. Alors on va commencer avec les États-Unis. Jean-Marie, on lit partout dans la presse, dans le fond, que sur ces midterms, que Trump a tenu le choc, qu'il a limité la casse, qu'il ne sort pas si mal. Mais vous avez un mezzo voce. Les démocrates ont regagné la Chambre des représentants, très bien, et Donald Trump a maintenu ses positions au Sénat, très bien. Simplement, c'est le système américain. Ce qu'on oublie, c'est le vote populaire. Si on regarde le vote populaire, c'est-à-dire si on additionne les suffrages qui se sont portés sur les démocrates et ceux qui se sont portés sur les républicains, le rapport de force est un rapport de force de 60-40. Mais là, on raisonne comme si on était en France. Absolument, comme si on était en Europe. Et donc, un rapport de force 60-40, c'est un désaveu franc et massif de la part d'une majorité du peuple américain. Alors après, le système américain fait que les résultats électoraux, circonscription par circonscription, comté par comté, sont ce qu'ils sont. Mais ce rapport de force-là, il ne reste majoritaire, Donald Trump, en termes de vote populaire, que chez les hommes blancs de plus de 65 ans. Voilà la catégorie qui, mordicus, continue de le soutenir. Mais tous les autres, c'est-à-dire les femmes, la diversité, les plus jeunes, sont vent debout contre Donald Trump. Alors après, le système fait que... Mais ça nous rappelle qu'il a gagné l'élection présidentielle avec 3 millions de voix de retard sur Hillary Clinton. C'est une des particularités du système américain. Ça ne le gêne pas. C'est simplement de rappeler cela, de rappeler cette vérité, parce que tous les Américains ne sont pas derrière Trump. Au contraire, une majorité d'Américains. D'ailleurs, les sondages sortis des urnes montraient aussi un désaveu très majoritaire du cours des choses. Malgré la très bonne santé de l'économie, la question était, est-ce que les États-Unis sont dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Dans la bonne direction, je ne sais plus combien, dans la mauvaise direction, 57%. Donc ce verdict-là me paraît clair et il n'est pas inutile de le rappeler. Annick Cizel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Jean-Marie ? Oui. Ce fameux 60-40, ça pourrait gêner, chez nous, un président de la République. Voilà. Chez les Américains, en réalité, voilà, c'est pas très grave. Alors, je rejoins l'analyse de Jean-Marie Colombani sur un point majeur, vraiment. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup motivé les électeurs des deux côtés, et un sondage Gallup de fin septembre donnait comme point de rencontre entre tout parti confondu, toute tendance politique confondue vraiment, et toute génération confondue, une grande inquiétude sur la gouvernance aux États-Unis. Et effectivement, ça laisse penser que la gouvernance de la présidence Trump est remise en question par une majorité d'Américains, inquiète une majorité d'Américains pour l'avenir. Dans le même temps, je crois qu'il y a vraiment des racines profondes
au phénomène Trump. Il y a un Trumpisme qui va survivre à Donald Trump, très vraisemblablement. Le Parti républicain est en train de... C'est quoi le Trumpisme, pardon, le Trumpisme sans Trump? Ah, c'est quoi le Trumpisme sans Trump? Oui. Comme je suis persuadée que s'il continue de résister aussi bien à toutes les pressions politiques, il sera réélu en 2020, il faudra se projeter en 2024. C'est une hypothèse. Mais c'est vrai que, historiquement, quand il se proclame nationaliste en disant « je sais très bien que c'est un mot tabou, mais je l'utilise quand même », il sait très bien qu'il parle à une frange de l'Amérique profonde, sudiste notamment, où le nationalisme veut dire suprémacisme blanc. Et c'est tout un pan de l'histoire des États-Unis où il a rouvert une boîte de Pandore. Et cette boîte de Pandore a tellement de siècles derrière elle aujourd'hui qu'elle a malheureusement encore un avenir devant elle. Pour autant, les clivages se sont accentués. Pour autant, il y a vraiment un partage des eaux, si je peux le dire comme ça, géographique dans cette Amérique qui a voté. S'il sauve le Sénat et s'il augmente son avance au Sénat, c'est parce que le système fédéral donne 2 sénateurs par État, indépendamment de la population dans les États, ce qui permet cette carte très très rouge. Quand on la regarde depuis l'Europe, on ne comprend pas comment la Chambre des représentants a pu basculer chez les démocrates, tellement le nombre d'États rouges est tellement supérieur au nombre d'États bleus démocrates. La Chambre des représentants élisant un nombre de représentants proportionnel à la population des États fait bifurquer les démocrates sur les côtes, essentiellement, là où les côtes atlantiques, la côte pacifique sont très peuplées, mais donne un miroir déformant au niveau donc de la représentativité dans les 2 chambres. Et ce congrès qui va être pas simplement en cohabitation avec une chambre républicaine et une chambre démocrate, mais divisée dans ce sens de cette maison divisée, de cette Amérique divisée, potentiellement confrontationnelle pour les 2 ans. Alors, il faut aussi juste ajouter que, en termes de gouvernorat, les démocrates ont fortement progressé en nombre de gouverneurs, y compris dans des États, je pense au Kansas, qui étaient des États solidement trumpistes il y a 2 ans. Et qui sont maintenant sous une gouverneure en l'espèce démocrate. Une journaliste américaine a dit il a perdu le Congrès, mais il a gagné le Parti républicain. Oui, alors je pense que c'est malheureusement en partie exact. C'est-à-dire que le Parti républicain est de plus en plus acquis aux idées de Trump. C'est-à-dire que le Parti républicain classique qu'incarnait par exemple quelqu'un comme John McCain, qui est disparu récemment, c'est un parti républicain qui est en très large mesure révolu. Trump a placé, grâce à l'appareil du Parti républicain, les siens, c'est-à-dire des gens effectivement nationalistes, plutôt enclins à être favorables à un certain suprémacisme blanc, très hostiles aux minorités, hostiles à l'avortement, favorables aux armes à feu, qui vraiment les a mis en quelque sorte en place de dominer la Chambre des républicains. Et jusqu'à présent, on s'aperçoit que les réactions hostiles à Trump de la part de son propre parti sont extrêmement limitées. C'est-à-dire que tous les espoirs d'impeachment, bien sûr, il faudrait une majorité des 2/3 du Sénat, plus, je dirais, de contrebalancement de sa politique étrangère, sont extrêmement difficiles. Alors maintenant, ça veut dire aussi que par rapport à ce tableau général, et je suis tout à fait d'accord avec vos analyses, il y a un vrai enjeu pour le Parti démocrate. C'est pas seulement être dans l'opposition à Trump, mais c'est être aussi dans l'adhésion. Et aujourd'hui, c'est vrai que le vote anti-Trump ne suffira pas à faire gagner les démocrates. Il faut une figure. Et ça aussi, c'est très frappant de voir que c'était Barack Obama, l'ancien président, qui a très largement été en première ligne pour la campagne du Parti démocrate et qu'on n'a pas vu, enfin il y a quelques figures qui localement ont pu émerger, mais il n'y a pas de figure consensuelle. Et le Parti démocrate, sur un certain nombre de sujets, notamment d'ailleurs de politique étrangère, est lui-même extrêmement divisé. La Chambre des représentants, Virginie, est-ce que c'est un premier contre-pouvoir à Donald Trump? Est-ce que c'est le premier qui s'installe, on va dire, dans Il me semble, mais les éminents spécialistes qui sont sur cette table me le confirmeront, mais il me semble que la Chambre des représentants bascule quasiment à chaque fois lors des midterms. Donc ce n'est pas une surprise à proprement parler. C'est un contre-pouvoir que Donald Trump peut aisément contourner en votant par décret. Je crois qu'il n'a fait qu'une seule loi qui était sa grande loi de baisse des impôts. Donc il peut continuer à gouverner de cette façon-là. Moi, ce qui m'apparaît, c'est que Donald Trump, qu'on a très souvent annoncé comme un coup de force de l'histoire
pouvoir et un coup de force qui ne durerait pas est en train de s'installer dans le paysage politique. Parce que là, non seulement il a les moyens de terminer son mandat, mais il a tout à fait les moyens de se représenter à une petite réserve près. Parce qu'il a des résultats économiques qui mais vont bien. vous, c'est pas ça, vous remarquerez que c'est pas du tout là-dessus qu'il a fait sa campagne. Il a fait sa campagne sur des thèmes beaucoup plus mobilisants. Mais il a les résultats pour lui. Bien sûr, oui, mais l'immigration notamment. L'immigration et la sécurité, qui sont des thèmes beaucoup plus mobilisateurs. Il a fait sa campagne sur la crainte, l'effroi, la peur, le sentiment de plus être chez soi, et pas du tout sur les bons termes, sur les bons résultats économiques. Il a considéré comme acquis, mais qui sont une campagne, j'allais dire, positive. Il a fait une campagne négative, et ce faisant, il a réveillé les peurs d'une très grande partie de son électorat. Et quand Jean-Marie dit qu'il a maintenu ses positions au Sénat, il les a confortées, parce qu'il a gagné, me semble-t-il, 2 sièges, si je ne me trompe pas. Donc, les résultats ne sont pas complètement peut-être connus. 3. Voilà, peut-être 3. Donc, il les a fait. Voilà, exactement. Donc, moi, il me semble qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. Et si je dois faire un petit dégagement sur la politique française, il me semble que ces résultats plutôt favorables à Trump sont de nature à décomplexer les électeurs qui vont voter aux européennes et qui peuvent se dire la multiplication de l'avènement de tous ces hommes forts, et non seulement la multiplication mais la confortation, je ne sais pas si on dit ça, le fait qu'ils soient confirmés, au pouvoir pourrait donner envie aux électeurs français en mai de se dire après tout pourquoi pas nous, puisque ça marche ailleurs. Eh ben, on va en parler de ça, mais avant, tout à l'heure. Mais juste un mot après sur ce que disait Nicolas. C'est vrai que le Parti républicain, petit à petit, s'est hélas aligné non plus sur les positions de John McCain, mais sur celles de Donald Trump, à ceci près que les républicains restent hostiles à l'arrêt de l'enquête sur les liens russes de Donald Trump. Et que ça, c'est une menace dont on n'a pas encore vu le début du commencement, parce que le rapport du procureur spécial n'est pas encore connu. C'est ce qui a justifié le limogeage de son ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice ne voulait pas interrompre cette enquête, mais une majorité de républicains, d'élus républicains, ne veulent pas interrompre cette enquête. Donc là, on verra, là, ce sera vraiment l'épreuve de vérité. Ce sera le test, effectivement, pour le Parti républicain, parce que Absolument. certains, y compris des gens comme Graham, par exemple, qui était assez dur à l'égard de Trump, a quand même tombé largement de l'autre côté. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura dans l'enquête de Mueller. On ne sait pas encore. Et justement, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Voilà. Ça, ce sera le test. On reste sur les États-Unis et sur Trump, mais sur son rapport avec la presse. Donc on n'a pas les images en ce qui concerne, lors d'un meeting, il a fait monter un journaliste de Fox News sur l'estrade. On n'a pas les images parce que Fox News les vend très très cher. En revanche, on a les images de sa conférence de presse où hier il était très méchant avec un journaliste de CNN. On l'écoute. CNN devrait avoir honte de vous employer. Vous êtes une personne très impolie, horrible. Vous ne devriez pas travailler pour CNN. Voilà, du Trump classique. En quelque sorte, Jean-Marie, il inverse les valeurs. La presse américaine était toujours louée pour son talent, pour sa justesse, pour sa possibilité de travailler dans la plus grande rigueur. La plus grande rigueur. Et là, il décrédibilise complètement cette En tout cas, à la fois ces deux actions, le fait de faire venir à lui à la tribune un journaliste de Fox News en disant « Vous avez fait tellement de choses pour nous », et puis cette agression contre un journaliste de CNN, c'est en effet une inversion complète, parce que la presse américaine jusqu'à présent faisait figure de monument, religion des faits, respect des faits, et au-dessus précisément de la mêlée. Or lui, il inverse cela, il s'agrège une partie de la presse, il dénonce l'autre partie de la presse, donc c'est une inversion des valeurs, mais cette inversion des valeurs, elle vaut pour tout. L'Amérique, c'était le lieu où l'on allait se réfugier quand on était privé de liberté. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. L'Amérique ferme ses portes. Non, mais et je veux dire, c'est très très important et aujourd'hui, Virginie a fait allusion tout à l'heure, c'est celui qui a libéré la parole. La parole de tous les extrémismes. C'est l'inverse du message universel de l'Amérique que nous connaissions jusqu'à présent, qui était en dehors de périodes sombres comme le macartisme et autres. Mais en dehors de ces périodes-là, c'était le phare, entre guillemets, de la liberté. Il inverse tout cela. Il en fait une sorte de forteresse. Et c'est vraiment cul par-dessus tête les valeurs qui sont celles qui fondent la démocratie américaine. Et donc, on passe de la démocratie libérale
à la démocratie illibérale. Et donc, il est un bon élève de Viktor Orban, à moins que Viktor Orban ne soit un bon élève de Trump. Alors, Jean-Marie rappelait l'épisode du McCarthyisme. C'est plutôt et l'exemple, ce qui est arrivé à Jim Acosta, ce journaliste de CNN, rappelle un autre épisode qui est décrit dans un film de George Clooney qui s'appelle Good Night and Good Luck. Et qui met en scène un journaliste célèbre à cette époque-là, Edward Murrow, qui s'adresse très fortement à Joseph McCarthy dans des termes, effectivement, qui dit « mais vous menacez la liberté de la presse ». Et il rappelle régulièrement des leçons d'éthique. Et on retrouve effectivement, on a un retour à ces périodes sombres. Et on a l'impression d'ailleurs que Trump, de manière beaucoup plus générale, reprend dans le vieux fond de l'Amérique, le fond raciste, le fond discriminatoire, le fond effectivement de discrimination, enfin aussi bien contre les Noirs, les femmes, les homosexuels, reprend ce fond-là qui plaît énormément à une partie de son... Et pourquoi ça plaît, Annick Cizel ? Parce que c'est l'histoire de l'Amérique qu'il pousse à son paroxysme, parce que c'est Trump, parce que c'est l'homme de l'hyperbole. C'est l'époque du macartisme, effectivement. C'est le moment où Trump sort en permanence des preuves qui n'existent pas. Je revois souvent le sénateur McCarthy avec sa liste de courses où on n'a jamais trop su ce qu'il y avait sur le bout de papier, disant « j'ai la liste des communistes au sein du gouvernement » qu'il n'avait absolument pas en main. Et Trump fonctionne... Les fake news, ça n'est pas nouveau. Non. Joseph McCarthy les a inventés. Et le président Trump fonctionne exactement sur cette ligne-là. Il n'y a rien dans les mains, il n'y a pas de preuves, mais j'affirme que le discours devient performatif et ça fonctionne. Le mensonge devient performatif et ça fonctionne. Rappelez-vous, dans la campagne que nous venons de vivre, la dénonciation dans la cohorte de réfugiés venant d'Amérique latine en disant mais ce sont des gens qui viennent du Moyen-Orient, et pire, laissant entendre que c'est George Soros qui financerait la venue de gens du Moyen-Orient venus porter des bombes aux États-Unis. Donc on est là carrément dans l'antisémitisme que pratique Viktor Orban. Donc ce sont des mensonges, et ce sont des mensonges gravissimes, parce qu'en effet, une partie de l'opinion se laisse prendre à cela. Virginie, vous en parliez tout à l'heure, il y a les Européennes, on va en parler tout de suite, mais pour finir sur Trump, on a vu avec le Brésilien Bolsonaro, il y a un expansionnisme du Trumpisme. On a vu que Bolsonaro, une fois qu'il était élu, il a pris des décisions sur Jérusalem également. Enfin, il suit Trump à petits pas. Je ne sais pas si on pourrait dire que tous ceux qui sont aujourd'hui, disons, des hommes forts à la tête d'État qu'ils contrôlent très énergiquement, sont des enfants du Trumpisme. Je ne sais pas. Mais il y a certainement, en contrepoint, le désaveu très fort chez les électeurs des partis politiques traditionnels. Et on a bien vu pendant la campagne de Trump que ce que les électeurs ont rejeté, c'est bien sûr Hillary Clinton, mais derrière elle, tout le système américain blanc, puissant, la côte ouest, sûr de lui, qui avait finalement tenu les manettes pendant des années et dont ils estimaient qu'il n'avait pas fait le job. Et probablement, c'est la même chose qui fait qu'aujourd'hui Orban est au mouvement, est aux manettes. C'est la même chose qui fait que la coalition italienne nous produit des gens comme Matteo Salvini. Et c'est la même chose qui a fait que Marine Le Pen est arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Et si Emmanuel Macron, qui a été élu par un retournement de circonstances qu'on peut considérer comme extrêmement bénéfique pour le pays, il reste malgré tout sur un siège très fragile quand on voit que Marine Le Pen, aujourd'hui, dans certains sondages, est en tête aux européennes, malgré l'affaiblissement politique qui est le sien. On regarde effectivement ce sondage ELAB. Donc la République En Marche, créditée de 20%. Si ma mémoire est bonne, voilà, 20%. Non, 19,5, pardonnez-moi. Elle est en tête, elle est en tête avec 20%, donc et la courbe du Rassemblement national est plutôt en train de monter, alors que celle de la République En Marche est plutôt en train de descendre. Alors, on est dans loin, c'est fin mai, on a encore le temps. Mais quand même, qu'est-ce que ça dit, ce sondage ? Une colère. Je pense qu'il y a une constante, c'est-à-dire que, premièrement, lors des élections européennes, vous avez un taux en général record d'abstention. C'est vrai. Que deuxièmement, ceux qui vont voter votent en général contre,
Ils votent pour refuser plutôt qu'ils ne font un vote positif et d'adhésion. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez traditionnel, malheureusement. C'est d'ailleurs pour ça, enfin, je veux dire, en fait, le fait que le Front National, enfin, le Rassemblement National... est déjà arrivé en tête la dernière fois. Il est déjà arrivé en tête la dernière fois, donc c'est quelque chose qu'on peut rappeler. Ensuite, on s'aperçoit que dans le contexte actuel, il est extrêmement difficile pour les partis classiques de faire campagne pour l'Europe. C'est un devoir absolu, évidemment, qu'ils ont. Mais devant la montée de ces oppositions, devant la montée aussi des fausses nouvelles qui sont rapportées régulièrement sur l'Europe, et on peut s'attendre à ce que pendant la campagne électorale, on ait une invasion de fausses nouvelles, pour certaines d'ailleurs commanditées depuis l'extérieur, je pense que ça va être extrêmement difficile pour la République En Marche et pour tous ceux qui ont des valeurs européennes, ce ne sont pas les seuls bien sûr, de faire entendre leur voix. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste pour revenir un peu sur ce que disait Virginie tout à l'heure, encore une fois, n'oublions pas que malgré tout, il perd les élections législatives, Donald Trump. Il les a perdues et donc il ne va pas pouvoir... Comme beaucoup de présidents avant lui. Vous êtes revenu sur Donald Trump. Mais peu importe. C'est un événement qui se produit quasiment à chaque fois. Certes, mais il les a perdus, donc il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il va être obligé soit de passer des compromis avec les démocrates, et il en est peut-être parfaitement capable, ou de gouverner par décret. Mais il sera empêché. Il sera empêché, il pourra continuer dans sa verbalisation, etc. Et par ailleurs, encore une fois, ne mêlons pas toute l'Amérique. Laissons pas penser que toute l'Amérique est unie derrière Donald Trump. Non, l'Amérique est fracturée en deux, et la fracture il est minoritaire. On était sur les européennes, Jean-Marie, mais en termes de vote populaire, il est minoritaire. Mais non, c'est important pour les Européennes. C'est important pour les Européennes parce que je suis totalement en Virginie sur l'idée que ça influence le vote débat. français. Alors, mais sur le lien entre les deux, quand même, ça le libère et ça le décomplexe. Parce que Donald Trump a une politique étrangère qui est à plusieurs égards menaçante pour l'Europe et pour les valeurs européennes. Bien sûr. Et ça, il faut savoir que malheureusement, le Sénat américain, en matière de politique étrangère, comme en matière de nomination, donc de confirmation de nomination, a un pouvoir déterminant. Et là-dessus, malheureusement, la Chambre des représentants aura une marge de manœuvre limitée. Alors, j'aimerais qu'on revienne à nos moutons. Donc, Annick Cizet, vous vouliez nous proposer une transition. Peut-être une transition transatlantique et comment les États-Unis, pas forcément Donald Trump lui-même, mais comment Steve Bannon est en train d'essayer d'influencer les élections européennes. Bien sûr. C'est-à-dire que l'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche, dont la version officielle... essaie de regrouper toutes les forces de l'extrême droite. Que Donald Trump l'a viré comme tant d'autres, et que leurs relations sont mauvaises. Je ne suis pas sûre qu'elles soient si mauvaises que ça. Quand on regarde l'influence que tente d'avoir Steve Bannon, pas tant peut-être... Alors Marine Le Pen disait lors d'une conférence de presse à Rome, je ne sais pas si vous y étiez, où elle a dit, en fait, il veut se faire de l'argent. Mais bon. Oui, ça aussi. Oui. Mais peut-être pas trop dans la lignée de Trump, d'ailleurs, que dans celle du Brexit, que dans celle de Nigel Farage en Angleterre, qui est effectivement d'aller parler aux Italiens, peut-être aux Grecs demain. Ce qui me fait penser ça, c'est quand je regarde la liste, et excusez-moi, je ne change pas de sujet, la liste des pays qui sont exemptés de sanctions temporairement, des sanctions américaines contre l'Iran, où il y a des pays qu'on attendait, qui sont la Chine, le Japon, la Turquie, l'Inde, parce que ce sont des pays qui ont annoncé qu'ils allaient contourner l'embargo, donc on garde le temps de négocier. Mais l'Italie, la Grèce, je me suis vraiment demandé une fraction de seconde, mais juste une fraction de seconde, pourquoi ces deux pays? Et dans le même temps, le président Trump nous annonçait que non, l'Union européenne ne sera pas exemptée de sanctions. Donc, il y a bien une volonté, d'insérer un coin au sein de l'Union européenne, d'infiltration et de désaligner, dans le même temps où le groupe de Visegrad, qui, et c'est très ironique aujourd'hui, était né en 1991 pour faciliter la transition démocratique en Europe centrale autour de la Tchécoslovaquie qui se divisait, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne, ont récemment tendu une main vers l'Autriche, qui préside l'Union européenne, qui ne peut donc pas trop les rejoindre aujourd'hui, mais qui tente, eux, au sein de l'Europe, d'étendre une idéologie nationaliste qui pourrait se réconcilier autour du mouvement, il l'appelle comme ça, que Steve Bannon est en train d'essayer d'organiser. Mais pour l'instant, oui. Et alors, cela avec un alignement total sur la politique de la Russie de Poutine, bien sûr. Bien sûr. Et tout ceci va effectivement dans un sens aussi qui conforte la nécessité des enquêtes qui ont lieu aux États-Unis. C'est une situation extrêmement grave parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'Europe se retrouve face à la Russie et aux États-Unis.
d'ordinaire, on est face à la Russie, ex-Union soviétique, et on est quand même appuyé plus ou moins solidement sur les États-Unis. Là, on se trouve face à ces deux superpuissances. Et donc, le danger pour l'Europe n'a jamais été aussi grand. On va parler d'un mot d'Emmanuel Macron qui voulait faire donc la paix avec les Français cette semaine, avec son itinérance, une sorte d'armistice sur le terrain, avec voilà, pour aller rendre hommage aux poilus. Mais il a eu la guerre des mots à propos de Pétain. Donc sur Pétain, dans le fond, en disant que c'était un héros de 14-18, mais que ce fut l'homme des décisions funestes pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne fait que dire la vérité. Mais une fois de plus, il y a une maladresse chez Emmanuel Macron, une ambiguïté, quelque chose qui est mal comprise. Mais il s'est pris les pieds dans le tapis lui-même, là. Et c'est un peu inquiétant de constater qu'à chaque fois qu'il est lui-même naturel, ça tourne en sa défaveur. S'il s'agit simplement de rappeler l'histoire, tout ce qu'il dit est juste. Oui. D'ailleurs, De Gaulle le disait pratiquement dans les mêmes termes. On ne peut pas parler de la guerre de 14-18 sans parler des trois vainqueurs de la guerre, Foch, Joffre et Pétain. C'est une chose. Rendre hommage, c'est autre chose. Et alors, là, il aurait dû laisser les militaires entre eux qui, chaque année, le 11 novembre, rendent hommage aux maréchaux qui sont aux Invalides, donc pas à Pétain puisqu'il a lieu. Et ça, plutôt que de parler lui-même à un moment d'hommage qui aurait pu inclure, c'est ça la faute majeure, et qui finalement n'aura pas lieu. Mais est-ce que dans l'idée d'Emmanuel Macron, il est obligé de faire marche arrière? Et là, c'est évidemment, s'il avait poursuivi, c'eût été une faute politique majeure, parce qu'on ne peut pas, en effet, on ne peut pas effacer. Ou plus exactement, on ne peut pas faire comme si Pétain n'était que le vainqueur de 14. Mais Jean-Marie, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été le vainqueur de 14, le héros de 14, qu'il a été choisi pour avoir les responsabilités qu'il a eues pendant la Seconde Guerre mondiale? Et est-ce qu'il est aussi, moi quand j'entendais l'extrait que nous avons entendu tous les quatre d'Emmanuel Macron, je n'y voyais quasiment rien à redire. Et Pétain a été ces deux personnages. Non, mais à la condition de vous abstenir de lui rendre hommage. Sans doute. C'est tout. Mais si vous rappelez l'histoire, vous rappelez l'histoire factuellement, mais si vous voulez lui rendre hommage, là, ça devient une faute politique extrême. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'était pas là. question qu'il lui rende hommage. Mais si, l'ambiguïté, elle était là-dessus. Il y avait une ambiguïté, mais... Ils l'ont vite corrigée, mais elle a été là-dessus. Parce que surtout, dans le document premier, qui n'a probablement pas été contrôlé par l'Élysée, d'ailleurs, d'il y a 2 mois des commémorations, il était prévu de rendre hommage aux 8 maréchaux. C'est ça qui était frappant. Et après, ils sont revenus dessus, heureusement d'ailleurs. Ils se sont rattrapés sur les 5, effectivement, qui sont aux Invalides. Maintenant, effectivement, je crois, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie, il y a une dimension historique. Laissons le débat aux historiens sur l'apport des généraux et des maréchaux à la guerre de 14-18. Certains, d'ailleurs, contestent en partie le rôle de Pétain, etc. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Après, il y a la mémoire historique. Et dans la mémoire historique, c'est le souvenir d'hier, c'est-à-dire la déportation, la collaboration, le plus récent. Qui, effectivement, l'emporte sur le souvenir ou la mémoire d'avant-hier. Et ça, c'est la réalité. Un homme est jugé à la fin de sa vie. Et pas, effectivement... Non, puis surtout, il est jugé parce qu'il a tout trahi, je veux dire. C'est le traître absolu, Pétain. Est-ce qu'il est possible de dire qu'il a servi la France pendant la guerre de 14 et qu'il l'a trahi pendant la guerre de 39? Oui, c'est la réalité. Est-ce qu'il est possible de dire les deux choses? Oui, sûr. Ou est-ce que la seconde chose doit effacer la première? La seconde chose doit effacer la première si vous êtes dans l'hommage. Oui. Si vous êtes dans le simple rappel des faits, voilà. Et la faute, voilà, le fait que Emmanuel Macron n'ait pas bien maîtrisé les choses, c'est quand ils ont pu laisser penser que mais c'est presque un sujet, Jean-Marie ou Annie, que je ne sais pas qui veut répondre, c'est presque un sujet philosophique dans le fond. Effectivement, on fait quelque chose au début de sa vie, on en fait une autre terrible à la fin. Qu'est-ce qui, dans le fond, à la fin fait... mais rien n'effacera les crimes de voilà, Pétain. Rien n'effacera. Non, mais c'est comme si vous disiez, Céline, c'est un bon écrivain, mais il est collabo. Alors, rien n'effacera l'antisémitisme de Céline non plus. Et rien n'effacera les crimes de Pétain, dont je vous rappelle que sur le statut des Juifs, c'est lui qui
durci les choses. Il a durci plus encore que... Il a durci et pris l'initiative. Personnellement. Donc, voilà. je veux dire, et de ce point de vue-là, je comprends parfaitement la réaction du CRIF. Quand il a été question d'un hommage quelconque, le CRIF est monté au créneau à juste titre, et on devrait être tous derrière le CRIF dans ce genre de choses. Mais simplement, la maladresse de Macron, elle est dans l'expression ou dans ce qu'il a pu laisser penser qu'il... Voilà. Mais vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Qu'est-ce qui à la fin justifiait cette polémique? Qu'est-ce qui à la fin, la polémique n'était pas tout à fait posée. Qu'est-ce qui pèse le plus? Ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on a fait de mal? Ce qu'on a fait de mal. Bien sûr. Les crimes ineffaçables, les crimes contre l'humanité. Contre l'humanité. Ça ne se discute pas. Bien sûr. C'est pas... Bon. Écoutez, merci. Mais Macron a de quoi s'inquiéter dans ses prises de parole, je trouve, parce qu'il a une faiblesse politique évidente. Il ne maîtrise pas l'art et la manière de parler à ses compatriotes. C'est ça sa faiblesse d'aujourd'hui. C'est d'autant plus dommage que c'est un féru d'histoire qu'il s'y réfère souvent et qu'il arc-boute parfois même son discours sur l'histoire. Et dans un contexte politique où on a un certain nombre d'éditorialistes bien connus qui essayent de réhabiliter Pétain. C'est aussi ça. C'est et dans aussi ce ça, contexte-là, je pense qu'effectivement, je pense que la sagesse pour le président de la République eût été qu'il ne mentionna pas le nom de Philippe Pétain. Il n'est pas réhabilitable. Voilà, il ne s'agit même pas de le mentionner. Il faut le placer sous silence. Concordance des temps. D'accord. Vous avez fait une magnifique concordance des temps. Merci. On passe à la chronique, à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissou. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, on va poursuivre. Donc, revenons à notre sujet du début. C'est Donald Trump, parce que bien sûr, vous regardez les réseaux. Et là, bien sûr, ça touche... les commentaires touchent le monde entier. Et puis surtout, la réalité de Donald Trump, c'est que c'est Monsieur Twitter. C'est sans doute le politique au monde qui a le mieux compris les réseaux sociaux. C'est le seul politique peut-être qui a compris que c'était plus une aubaine qu'une contrainte, qui sait parfaitement maîtriser les codes. Du coup, on vous a fait un petit portrait robot du compte du réel Donald Trump. Juste pour vous donner une idée de qui il est, eh bien donc plus de 3300 messages sur l'année, en moyenne 9 messages par jour, 11 les derniers jours, et des publications de ses tweets entre 6 et 10 heures du matin, parce que c'est lui qui tweet. Et d'ailleurs, ce compte a quelque chose d'assez amusant, parce qu'en règle générale, les politiques sur les réseaux sociaux se servent des réseaux sociaux pour avoir un ton un peu plus décalé, un peu plus direct, un peu moins guindé que lorsqu'ils parlent officiellement. Eh bien, le compte de Donald Trump, le compte officiel, donc POTUS, c'est au contraire là où il y a la parole la plus sérieuse, la plus cadrée. Donc c'est inversé par rapport au reste du monde. Et là, il y a le réel de Donald Trump qui, lui, se lâche. Alors, quand il se lâche, il parle de quoi? On vous a fait un nuage de hashtags. Eh bien, voilà. L'immigration et la sécurité. MAGA. Make America Great Again. Donc globalement, encore et toujours ce sujet-là, c'est dans tous ces messages, ça revient, donc c'est en énorme. L'année dernière, fake news ressortait en énorme, cette année quasiment pas. En fait, il est passé à autre chose. Il est plutôt sur MAGA et des consignes concrètes. Et après, on nous a dans le monde entier. Eh bien, dans le monde entier, je vous le fais vite, mais on a fait une carte du monde. Vous savez combien il y a eu de messages sur Donald Trump? Là, je ne parle pas depuis son compte à lui. Quand on parle de Donald Trump dans le monde... Maintenant, ça doit être effarant. Eh bien, c'est effarant. Plus de 898 millions de messages sur l'année. C'est la personnalité dont on parle le plus. J'ai même été regarder en me disant de qui pourrait-on plus parler? Eh bien, même le pape. Ça tombe bien pour un type qui voulait être connu. C'est même mieux que le pape. C'est même mieux que le pape. C'est très important le sujet que vient d'aborder Véronique, parce que dans les sujets sur Trump et sur les héritages de Trump, il y a le suivant, à savoir, est-ce qu'il a changé durablement les donnes de la communication politique? Est-ce que la communication politique après Trump pourra être autre chose que cela, y compris l'utilisation du mensonge? C'est une des grandes questions d'aujourd'hui. Sur la diplomatie, et ça vaut pour tous les pays, ça vaut pour nous tous. Le tweet le plus repris de Donald Trump, c'est le tweet sur la Corée, 900 000 reprises, et c'est celui qui a été le plus commenté dans le monde entier derrière. Donc après, savoir si c'était efficace ou pas, en tout cas, ça a été visible et ça a changé la donne de la diplomatie. C'est la fameuse tweet diplomatie.
Alors, on va en France. Donc, la grogne des Français contre la hausse du gazole. Et ça, les Français, comme disait Pompidou, la bagnole en France, c'est quelque chose. Alors, la bagnole en France, c'est quelque chose. Je crois même qu'on avait dit qu'il ne fallait pas ennuyer les automobilistes là-dessus. Eh bien, il suffit de regarder les mots-clés qui sont utilisés, les mots les plus fréquents dans les messages sur le carburant. Plus de 230 000 messages. Et c'est mobilisation, solution, taxe, marque, culpabilité. On voit bien, et la notion de culpabilité, elle ressort beaucoup. La colère, bien sûr, mais en disant pourquoi est-ce qu'on nous rend systématiquement coupables. Et ça, cette culpabilité, elle nourrit beaucoup dans les messages la notion de mobilisation. Et mobilisation, parce qu'on ne peut pas terminer une émission ici sans mettre quelques émojis, sinon après je crois que Jean-Marie ne voudra plus que je vous parle. Donc j'ai été chercher les émojis autour de cette mobilisation. Mais vous voyez, les petits bonhommes en marche. Alors il n'est pas en marche pour les mêmes raisons. Vous allez en offrir un en plastique si vous en avez un. Je peux même en faire un à l'effigie de Jean-Marie. Voilà. Donc le petit bonhomme en marche, c'est pas la République en marche, c'est le petit bonhomme en marche qui est très mobilisé. Et puis on voit que globalement la pompe à essence, la colère, on voit que ce sont plein de messages, mais on voit surtout quelque chose qu'on voit pas du tout à l'écran, mais ça va venir d'un instant à l'autre. Oui. On voit surtout quelque chose qui est, il n'y a pas un seul message, hormis marchons ensemble. C'est plein de petits messages, et c'est assez à l'image de ce qui se passe sur les réseaux. C'est pas coordonné, c'est pas organisé, c'est une somme de colère qui d'ailleurs est assez d'autant plus dangereuse. Voilà, parce que il y a pas une organisation, il n'y a pas on va dire, des gens qui savent canaliser et organiser une manifestation. Donc on peut craindre beaucoup de choses. Et sans doute aujourd'hui, la façon dont Emmanuel Macron le gère dans sa fameuse itinérance mémorielle, dans les rencontres avec les Français, va peut-être aider aussi à canaliser un peu. Oui. Voilà. Et puis avant de se quitter... Oui, bien avant de se quitter, on en parlait il y a un instant, donc cette polémique sur Philippe Pétain, donc qui a choqué et on peut le comprendre, et un Emmanuel Macron qui, une fois de plus, n'a pas été compris dans sa démonstration complexe. Je crois que là, pour le coup, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'émojis très utilisés. Il y en a un qui parle de lui-même, comme vous devenez spécialiste du sujet. Le petit bonhomme vert qui est en train de se retenir, il est un peu au bord du vomi, le petit bonhomme vert, et c'est globalement ce qu'on pouvait lire un peu partout. Le petit bonhomme qui crache de la fumée aussi, on voit bien ce que ça veut dire, un peu en colère, les gens de cette polémique. Et puis, cet bonhomme dubitatif, c'est pourquoi cette polémique? Pourquoi avoir parlé de ça si en plus c'était pour modifier la position après? Pourquoi est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? 108 000 messages, 900... Enfin voilà, on va dire 110 000 messages en une journée. Beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, pas grand-chose de positif. Dans le fond, pourquoi? Ça faisait plutôt peur. Enfin voilà, ils ont pas compris. C'était sans doute une polémique qui pouvait avoir du sens, mais pas aujourd'hui, pas à ce moment-là, pas au milieu des colères. Ça a été très mal compris. Annick Cizel, peut-être un mot là-dessus. Est-ce que vous avez... Bon, c'est bien que ce sont les États-Unis, vous, que vous regardez. Mais quand vous regardez cette polémique, vous avez un avis là-dessus? Sur une communication qui se veut... J'ai un avis professoral. C'est-à-dire c'est une communication qui se veut pédagogique, qui se veut didactique, et qui n'est pas dans le bon cadre, qui n'est pas cadrée de la bonne manière, qui clairement ne fonctionne pas. On ne transmet pas, on ne sort pas d'une salle de classe vers une communication politique. Ça n'est pas la même ampleur, ça n'est pas les mêmes destinataires, et on a vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron cherche à faire un cours d'histoire. Il n'est pas sans doute à la jeunesse française aussi, ce qui est probablement une démarche qu'on pourrait louer quelque part, mais pas dans la communication politique. Ça ne fonctionne pas. Et comme Jean-Marie Colombani l'a très bien dit tout à l'heure, il est président de la République. Donc, ça devient une forme d'hommage, et c'était totalement... Et ce qui est très dommage, c'est que l'itinérance mémorielle, justement, était bien partie. C'était quelque chose qui était une belle idée. Justement, rendre compte aux hommes, rendre hommage aux poilus un peu partout, et qui a été un peu gâché par ce moment. On en parle souvent, mais il faudra qu'il admette un jour qu'il est inexpérimenté. Et qu'être président de la République, ça s'apprend. Et que ça n'est pas la science infuse comme ils pensent l'avoir. Virginie, une phrase. Et après je rajouterai juste un mot à propos de la colère des automobilistes et de la mobilisation du 17 novembre. Cette colère, elle vient bien sûr à cause de la hausse des taxes, mais elle vient de plus loin que ça, les 80 km/h, la hausse des stationnements dans les villes, le sentiment que ceux qui ont des voitures sont vraiment des cibles privilégiées. Alors, non, parce que là, je vais me faire tuer. Ça hurle dans l'oreillette. Merci à tous, je suis désolée. Merci à Charlotte Urien Tomaka qui fait le temps d'ailleurs et qui me dispute. Et merci à toute l'équipe technique pour avoir réalisé cette émission. Merci à tous.